Et là, c'est grave. Il y a un risque pour la moelle épinière, notamment. Est-ce qu'il avait fait la recommandation de prendre d'autres imageries médicales en flexion-extension? Si c'est stable et ça n'aurait pas causé de problème, non seulement la chirurgie n'était pas la meilleure option, mais ça amène plus de risques que de bénéfices pour la santé de la patiente. Ma fille prend de la médication, elle aurait besoin d'adapter sa dose. Le seul qui peut le faire présentement, c'est le pharmacien. Okay. C'est pas optimal. Mais quoi, c'est pas optimal, il est bien pété, lui. Si vous voulez un spécialiste de la médication, c'est le pharmacien. Si on ne prend pas le pharmacien pour un travail qui est très apte à faire, puis à la place on va voir le médecin, on va rien avancer. On doit répartir les tâches avec les professionnels de la santé les mieux qualifiés. Pour beaucoup de gens, c'est malheureusement ça qui se passe. Là. C'est pas malheureusement ça. Sur quelle planète y est? Ils se rabattent sur leur chiro, sur d'autres professionnels de la santé. Ils se rabattent. Mais si vous avez la chance de consulter avec un chiropraticien, un physiothérapeute avec votre douleur au dos, allez consulter. Notre seul job, c'est gérer les cas neuro-musculo-squelettiques. Diagnostic, traitement, prévention. On voit ça à toutes les hostifies de jour. Sans médecin de famille, ma fille a été sauvée par un chiro. On regarde ça directement du Journal de Montréal. C'est la chiropraticienne d'Alice, en attente d'un médecin de famille depuis 1180 jours, qui a détecté un problème majeur de la colonne vertébrale. Il y a 6 mois, ma fille Alice a subi une chirurgie majeure au dos. On lui a fusionné 3 vertèbres. Si rien n'avait été fait, ces vertèbres auraient glissé l'une sur l'autre jusqu'à provoquer des problèmes d'incontinence ou encore pire, une paralysie. Même si son problème de santé était grave, ce n'est pas un médecin qui a sonné l'alerte, mais sa chiropraticienne. Inquiète de voir que ses douleurs perduraient, elle a recommandé de voir un médecin. Après une consultation dans sa clinique sans rendez-vous, Alice a passé une radiographie de la colonne vertébrale. Puis plus aucune nouvelle pendant les semaines suivantes. À la clinique, on nous a expliqué que son médecin avait accumulé du retard dans sa paperasse. La chiropraticienne a ensuite demandé si elle pouvait consulter elle-même la radiographie dans le dossier de ma fille. Clairement, il manque de l'os ici, parce que regardez, os, oups, un petit trou. Les 2 vertèbres qui glissent une sur l'autre dans le bas de la colonne vertébrale d'Alice. C'est cette image qui a alerté la chiropraticienne. Après avoir vu le rapport de radiologie, elle nous a dit qu'Alice devait voir d'urgence un orthopédiste. 3 mois après sa première consultation avec un spécialiste à l'hôpital, elle a passé sur une table d'opération. 9 heures de chirurgie et ont suivi plusieurs mois de réadaptation. Je voulais parler de cet article-là pour 2 raisons. Premièrement, ça va nous donner la chance de parler de la spondylolistèse, puis ça va nous donner l'occasion de parler si c'est nouveau ou si c'est vieux comme problématique. Parce qu'il y a différents types de spondylolistèse. Il y en a qui vont se faire après un événement traumatique, d'autres qui vont être là de manière congénitale depuis la naissance, à savoir c'est-tu instable, c'est-tu stable et c'est quoi nos risques de développer des problèmes avec ça. Avec la radiographie que je t'ai donnée, les derniers segments lombaires, ça se pourrait-tu qu'on ait plus d'évidence que cet enfant-là l'avait depuis la naissance plutôt que c'est quelque chose de nouveau? Après analyse de l'image radiographique, voici mes observations. L'absence de sclérose marquée autour du défaut et la présence d'un contour osseux bien défini suggèrent une lésion plus ancienne ou potentiellement congénitale. Une translation antérieure du corps vertébral de L5 par rapport à S1 est visible, ce qui est compatible avec une spondylolisthésis suggère que cette condition est chronique plutôt que traumatique récente. Je serais en accord avec ChatGPT pour dire que c'est probablement congénital qu'elle a ça depuis la naissance. Parce que là, on sait que cet enfant-là a reçu une chirurgie. C'est ce que la chiropraticienne avait peur, c'est que ça s'amène à un syndrome de la queue de cheval. C'est des déficits neurologiques qui peuvent être permanents. On va demander à ChatGPT parce que normalement, cette radio-là, si on veut savoir si c'est vraiment un problème dangereux, puis on a des examens radiographiques pour savoir si c'est stable ou si c'est instable. Hey chat, comment ça va? J'ai des questions concernant la radiographie qu'on t'a envoyée. Pour savoir si c'est dangereux ce qu'on voit présentement sur la radio, normalement, on devrait passer des examens de flexion-extension lombaire pour savoir si, avec la flexion, avec l'extension, on a des déplacements importants, ce qui voudrait suggérer qu'on aurait un segment instable. Tu es complètement dans le bon raisonnement clinique. Une spondylolyse avec spondylolisthésis, comme on semble voir sur cette radio, peut être stable ou instable, et c'est crucial de faire la différence. Pourquoi les clichés en flexion-extension sont pertinents ici? Si le déplacement vertébral augmente significativement entre la flexion et l'extension, ça suggère une instabilité mécanique qui pourrait nécessiter une prise en charge plus avancée, surtout si le patient présente des symptômes neurologiques ou une progression du glissement. En cas de spondylolisthésie stable, la prise en charge conservative, renforcement lombaire, stabilisation musculaire, est souvent suffisante. J'aimerais ça qu'on parle des 5 types de spondylolisthésis. 1. Spondylolisthésis congénitale, dysplasique. Particularité, présente dès la naissance, mais peut ne causer des symptômes qu'à l'adolescence. 2. Spondylolisthésie sismique, cause spondylolyse.
fracture de l'isthme interarticulaire, souvent due à des microtraumatismes répétés. Facteurs de risque, sports comme la gymnastique, le football, la lutte, qui demandent des hyperextensions répétées. 3. Spondylolisthésis dégénérative. Cause, arthrose et dégénérescence des facettes articulaires et du disque intervertébral, entraînant un glissement progressif, souvent au niveau de L4, L5. 4. Spondylolisthésis traumatique. Cause, fracture aiguë des structures postérieures, suite à un trauma violent. 5. Spondylolisthésis pathologique. Affaiblissement osseux dû à une maladie sous-jacente. Ostéoporose sévère, tumeur, infection, maladie métabolique. Passe à la radiographie, pas de nouvelles. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Exactement. Donc, on n'en fait pas de cas. Ça dure un certain temps. Et là, la chiro commence à s'inquiéter sérieusement. Elle dit, c'est pas normal que ça perdure. Demande à voir la radiographie qui avait été demandée par le médecin. Et c'est elle qui a vu la radiographie. Je vous dis, nous, on en a eu un choc quand on a vu ça parce que les vertèbres étaient en train de glisser l'une sur l'autre. Et donc, elle risquait l'incontinence ou encore pire. Si le segment est instable. Le problème avec cette entrevue-là, présentement, c'est qu'on n'a aucune idée de comment c'est apparu ces symptômes-là. Puis ça, c'est bien important parce qu'au-delà de la douleur, le contexte entourant l'apparition d'une douleur, c'est plus important que la persistance des symptômes ou l'intensité de la douleur associée avec une problématique lombaire. Fait qu'il faut savoir, est-ce qu'il y a eu un événement traumatique? Est-ce qu'elle sautait de la trampoline puis ça l'a fait mal dans son bas de dos? Est-ce qu'elle fait beaucoup de sport, comme exemple la gymnastique, etc.? On doit savoir c'est quoi le contexte entourant la douleur. Une paralysie des membres inférieurs. Comme on a discuté avant, si le segment se déplace progressivement puis c'est instable, ça peut effectivement causer des problèmes neurologiques très importants. Mais le questionnement à savoir, c'est est-ce que c'est instable en premier lieu, puis à moins qu'on ait fait une radiographie de flexion-extension pour voir si le segment vertébral se déplaçait avec ces mouvements-là, on le sait pas pour le moment. Qu'est-ce que le radiologiste a marqué dans son rapport? Est-ce qu'il avait fait la recommandation de prendre d'autres imageries médicales en flexion-extension? Parce que ça se pourrait aussi que le segment soit très stable, qu'on n'ait pas eu de problème neurologique, puis on aurait juste pu faire du renforcement musculaire, puis que c'est là depuis la naissance parce que c'est congénital. L'hôpital Shriners a pris en charge ma fille, elle a été opérée. Si c'est clairement instable puis il y a un risque neurologique important, la seule option reste généralement la chirurgie pour stabiliser ces segments-là. Peut-être que le rapport du radiologiste a demandé d'autres investigations pour savoir si c'est stable ou non, pour faire le meilleur protocole, parce que si, exemple, c'était stable, ben peut-être que la chirurgie, c'est peut-être pas la meilleure solution. Parce que si c'est stable puis ça n'aurait pas causé de problème, non seulement la chirurgie était pas la meilleure option, mais ça amène plus de risques que de bénéfices pour la santé de la patiente. Ça a été une grosse opération, beaucoup de réadaptation. Elle va bien aujourd'hui, mais on ose imaginer s'il n'y avait pas eu quelqu'un qui avait sonné l'alarme plus rapidement, on aurait pu se ramasser à l'hôpital. Et là, c'est grave. Là, il faut, parce qu'il y a un risque pour la moelle épinière, notamment. Parce que ce qui se peut aussi dans toute cette histoire-là, ça se peut aussi que le dossier était latent du côté du médecin. Il n'avait pas le temps de regarder, il n'avait pas le temps de faire le suivi avec ça. Puis là, quand la chiropractienne a fait une deuxième demande, peut-être que quand ils ont vu le dossier, ils ont juste vu la spondylolistèse qui s'avançait vers l'avant. Il y a eu une panique dans le sens que shit, faut pas manquer ça. On va l'envoyer voir un orthopédiste. Peut-être qu'il n'y a pas eu d'investigation supplémentaire pour savoir si c'était stable ou non. Il manque juste bien des informations présentement, là. Tout ça, résultat un peu du manque de suivi, du manque de médecins de famille. Ce que ça démontre, cette entrevue-là, c'est l'importance du docteur en chiropratique dans le système de santé. Comme on a de la difficulté à avoir accès à un médecin, d'utiliser tout le monde, les chiropraticiens, les physiothérapeutes, les pharmaciens, au lieu d'aller voir le médecin continuellement. Il y a bien des choses que le docteur en chiropratique est capable de faire, notamment de prendre des radiographies, des interpréter, de faire des demandes pour de l'imagerie médicale, en plus du diagnostic, du traitement et la prévention de tout ce qui est neuromusculo-squelettique. Au Canada-Québec, si on a une douleur au dos, la première personne à aller voir, ce serait pas un médecin, ce serait un chiropraticien ou une chiropraticienne, parce qu'on est beaucoup plus facile d'accès. Puis je comprends qu'il y a des frais liés avec les consultations. En 2025, je comprends pas pourquoi on n'est pas capable d'avoir 1 à 3 consultations avec un docteur en chiropratique en utilisant la carte soleil. Et même pour des suivis, ma fille prend de la médication, elle aurait besoin d'adapter sa dose. Le seul qui peut le faire présentement, c'est le pharmacien. Okay. C'est pas optimal. Mais quoi, c'est pas optimal, il est bien pété, lui. Si vous voulez un spécialiste de la médication, c'est le pharmacien. Si on ne prend pas le pharmacien pour un travail qui est très apte à faire, ce qui veut dire changement de médication, ajustement, tout ça, puis à la place, on va voir le médecin, on va rien avancer. Le problème va être là à travers les années. On doit répartir les tâches avec les professionnels de la santé les mieux qualifiés. Puis je m'excuse, mais au Canada-Québec, c'est le pharmacien. C'est un spécialiste du médicament. Pour beaucoup de gens, c'est malheureusement ça qui se passe, là. C'est pas malheureusement ça. Sur quelle planète y est? Heureusement, on est capable d'aller voir le pharmacien puis on n'est pas obligé d'attendre pour une consultation avec le médecin. Heureusement, c'est pas malheureusement. Ils se rabattent sur
leur chiro, sur d'autres professionnels de la santé. Ils se rabattent. Mais si vous avez la chance de consulter avec un chiroprétien, un physiothérapeute avec votre douleur au dos, allez consulter. Notre seul job, c'est gérer les cas neuro, musculo-squelettiques. Diagnostic, traitement, prévention. On voit ça à toutes les hostifies de jour. On est à jour sur toutes les meilleures évidences scientifiques pour redonner l'autonomie à nos patients puis s'assurer qu'à la maison, ils s'en sortent plus vite. Ce que vous n'aurez pas, malheureusement, à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas le temps de faire tout ce travail-là. C'est pas leur job principal parce que c'est pas urgent. Les pires patients que j'ai à la clinique, c'est des patients qui reviennent de l'urgence. Ils sont fatigués, ils ont passé des heures dans des positions inconfortables sur des chaises de marde. La douleur est pire parce qu'ils n'ont pas dormi. Et pire aussi parce qu'ils n'ont pas eu d'informations pertinentes. Ils ont juste eu de la médication. Puis c'est même pas ça qu'ils voulaient le 3/4 du temps. Ils sont autant perdus avant qu'après la consultation. Fait qu'après ça, ils arrivent en clinique. Ils sont fatigués, ils sont stressés, ils sont angoissés. La douleur est dans le tapis, ils sont irrités. Fait que c'est beaucoup plus difficile à gérer puis à éduquer dans ces conditions-là que s'ils seraient venus nous consulter d'emblée.